Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes, Florian, Creative Handicap. Eh bien, en cet 8e jour de confinement, encore une fois, je vous parle de mon balcon, sous un beau soleil. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'une personne qui m'a particulièrement touché. Alors, vous connaissez Bernadette Soubirous, et je ne sais pas si vous connaissez Séraphine Louis, voilà, qu'on a appelée aussi Séraphine de Senlis. Alors Séraphine, elle est née dans l'Oise, elle est née à Arcy le 3 septembre 1864. Arcy, c'est une petite commune, près de Compiègne. Son père est manœuvrier, il travaille au champ, il travaille à l'usine, il travaille là où il a besoin de lui chaque jour. Et sa mère est paysanne. Puis, quand elle a 1 an, sa mère décède. Et son père partira à son tour quand elle aura 7 ans. Alors elle est recueillie et élevée par sa sœur aînée, pas très bien d'ailleurs. Et puis très jeune, Séraphine Louis travaille comme bergère. Et puis à partir de 1881, on la place. On la place en tant que domestique chez les Sœurs de la Providence à Clermont, dans l'Oise. Et ça va marquer toute sa vie. Absolument toute sa vie. En 1901, elle commence à travailler comme femme de ménage dans des familles bourgeoises de Senlis. Et c'est là qu'on lui prête ses premiers débuts artistiques. Alors tout en travaillant, Séraphine, elle se met à peindre à la bougie, dans un grand isolement, et une certaine pauvreté. Puis là, elle se lance petit à petit dans l'établissement d'une œuvre absolument considérable. Séraphine, elle peint en chantant des cantiques. Séraphine, elle est autodidacte. Alors, elle va s'inspirer d'images pieuses, de traditions catholiques. Ses motifs décoratifs répétés, ses tableaux gorgés de lumière et de couleurs, sont parfois interprétés comme le reflet de son état psychique, un peu comme en extase. Installé à Senlis depuis 1912, il y a un collectionneur d'art allemand qui s'appelle Wilhelm Hude. Et lui, il va découvrir les peintures de Séraphine lors d'une visite qu'il rend à des connaissances. Et puis il la prend à son service, elle fait des ménages chez lui, et là il découvre l'artiste. Alors il va apporter son soutien à cette femme, qui est vraiment d'humble condition. Il va lui acheter des toiles, il va lui acheter des choses. Et cependant, il est obligé de quitter la France en août 1914, quand éclate la Première Guerre mondiale. Et là, il ne reverra plus Séraphine jusqu'en 1927, à l'occasion d'une exposition locale à Senlis. Alors, son soutien, il permet à Séraphine Louis de peindre des toiles de 2 mètres de haut. Et en 1929, Hude, il va organiser une exposition, les peintres du cœur sacré, qui vont permettre à Séraphine Louis d'accéder à une certaine notoriété d'ailleurs. Le Monde la surnomme Séraphine de Senlis. Et puis, ça va aussi lui apporter une certaine prospérité financière. Alors malheureusement, au vu de sa condition première, elle ne sait absolument pas la gérer, elle dilapide tout au fur et à mesure. Puis à partir de 1930, la Grande Dépression éloigne les acheteurs d'œuvres d'art et Wilhelm Hude ne peut plus acheter des peintures à Séraphine Louis, il ne peut plus lui acheter ses œuvres. Ça va vraiment la perturber énormément, alors elle va sombrer dans la folie. Et puis on l'interne pour psychose chronique le 31 janvier 1932 à l'hôpital psychiatrique de Clermont. Puis là, elle refuse d'y pratiquer son art, elle veut plus peindre. Alors ces œuvres sont pourtant exposées par le collectionneur, en 1932 à l'exposition Les Primitifs modernes à Paris, en 37, 38 à l'exposition Les Maîtres populaires de la réalité à Paris, à Zurich également, à New York. Elle est exposée en 42 à l'exposition Les Primitifs du XXe siècle à Paris, et puis en 45 à l'exposition personnelle de Séraphine de Senlis à Paris. Et puis comme Camille Claudel, qui est sa contemporaine, Séraphine Louis meurt de faim dans un hôpital psychiatrique. Elle est atteinte d'un cancer du sein et dans la misère la plus totale, elle va s'éteindre le 11 décembre 1942 dans l'annexe de l'hôpital à Villers-sous-Herquerie, dans les dures conditions des asiles sous l'occupation allemande et dans l'indifférence générale. Alors son dossier médical, qui est conservé à l'hôpital de Senlis, va même porter la mention « cueille de l'herbe pour manger la nuit, mange des détritus ». Séraphine de Senlis va être enterrée dans le carré des indigents, au cimetière de Clermont. Pourtant, elle avait demandé, dans ses dernières volontés, à être enterrée dans une tombe individuelle avec la mention « Ici repose Séraphine Louis, sans rival, et attendant la résurrection bienheureuse ». Alors, le musée Mayol à Paris, le musée d'archéologie de Senlis, le musée d'art naïf de Nice, le musée du vieux château de Laval, etc., conservent toutes des œuvres.
de cette personne. La vie et l'œuvre de Séraphine de Senlis ont fait l'objet d'un film même, un film franco-belge avec Yolande Moreau dans le rôle de l'artiste. Et ce film est très très proche de la réalité, il est conforme aux biographies de la peintre. Je vous invite à le regarder d'ailleurs. Ça va donner d'ailleurs un petit peu plus de notoriété à Séraphine, peut-être que vous la connaissez. Son art, l'art de Séraphine, il est incroyable, comme je vous l'ai dit, elle est autodidacte. Et elle préparait elle-même ses couleurs, de la façon la plus rudimentaire, mais la plus soignée. Alors elle n'a jamais vraiment dévoilé la composition, mais on sait très bien qu'elle allait juste à côté, chez le grossiste. Alors c'était pas le grossiste, c'était plutôt le droguiste, pardon. Elle allait chez le droguiste acheter des pots de Ripolin. Voilà, la Ripolin, effectivement la peinture Ripolin, qu'elle va mélanger avec d'autres produits. Et puis un peu plus tard, elle est un peu plus riche, et grâce à Willem Hude. Là, elle a utilisé du vernis, elle a maîtrisé même la peinture à l'huile. Alors, fait remarquable, ces pigments posent assez peu de problèmes de conservation. Ces peintures, elles ont un aspect mat, presque ciré, et parfois la signature, elle est gravée au couteau, révélant une sous-couche de couleurs un peu contrastée. Il semblerait même qu'elle ait signé, pourquoi pas, ces peintures avant de les peindre, c'est ce que s'accordent à dire les experts. Par contre, ces tableaux ils comportent presque tous dans le quart inférieur une zone qui semble représenter autre chose que le reste de l'image, un autre ressenti. Les fruits, les fleurs, parce qu'elle faisait énormément de fruits et de fleurs, continuent à s'épanouir dans la région, mais d'autres éléments, des herbes, des feuilles, tout est plus sombre. Ça invite à interpréter cet espace comme une sorte de souterrain inconscient où tout va s'enraciner, où la vie ça va prendre vie, ça part de là. Ce principe de composition se retrouve dans énormément de ses œuvres. Prenons par exemple l'Arbre de Paradis. Alors cette œuvre, elle est si riche en détails qu'il est presque impossible de la commenter intelligemment et surtout de la commenter précisément. Toutefois, elle est en format portrait et les couleurs sont éclatantes bien évidemment. En bas à gauche, comme on vient de le dire, il y a un tronc rouge qui prend forme de l'angle et qui va remonter jusqu'à la moitié du tableau en son centre. Et pourtant cet arbre, il semble surgir d'une masse sombre qui prend le côté bas, à gauche du tableau, jusqu'à son milieu, telle une petite colline. Alors sur cette masse sombre se détachent clairement des feuilles, des plumes, des couleurs vives, chatoyantes, du bleu, du jaune, du rouge, du blanc, de l'orange. Une multitude de feuilles qui semblent éclaircir ainsi ce fond à la teinte obscure. Et puis une séparation franche à la droite du tronc, une séparation blanche, parsemée de taches bleues, comme des gouttes, qui va se poursuivre d'ailleurs à gauche, au-dessus de ce que nous avons appelé précédemment la petite colline. Et on y voit, là, on y dessert, on y comprend de l'eau, on y comprend une cascade peut-être qui va alimenter cet arbre, qui va faire pousser cet arbre de vie. Sur la droite de cette cascade, toujours en bas, une autre masse sombre, qui elle aussi est illuminée de 1000 couleurs claires, encore du jaune, du blanc, de l'orange, du bleu. Ça semble être un véritable feu d'artifice à l'image d'un buisson ardent. Et puis on devine le tronc remonté. Il est recouvert dans sa totalité de feuilles, sur la totalité du tableau, de feuilles, de plumes, richement décorées, riches en couleurs. Et en son centre, presque au milieu du tableau, un œil perçant, bleu, à la forme d'une plume d'autruche d'ailleurs. Cet œil qui peut être l'œil divin, semble donner vie à toute chose et animer ce tableau. C'est un ressenti émotionnel incroyable. C'est des couleurs qui éclatent littéralement, ça pète de partout. Le tableau prend vie. On est submergé par le foisonnement des éléments et des couleurs. Alors on pourrait y passer des heures à essayer de tenter de voir chaque détail, regarder chaque feuille, chaque plume, comme si notre artiste mystique avait, elle seule, réussi à peindre la création et à peindre la vie. Illuminée, sûrement, investie d'une mission, elle n'en doute absolument pas. Elle dira d'ailleurs « Laissez-moi tranquille, me parlez pas de la peinture, c'est mon affaire. Je suis un grand artiste et vous verrez qu'un jour, j'aurai ma statue sur la place de Senlis. » Ou encore « La peinture, c'est ma vie, c'est la lumière, mais pour vivre, il faut que je fasse des ménages, et ça, c'est mon travail noir. » Artiste méconnu du grand public, artiste bigote peut-être, mais au talent incontestable, Séraphine nous séduit et nous emporte. Et quelles que soient nos croyances, quel que soit notre avis sur la question religieuse, elle nous révèle une beauté et une force de vie qui ne peut nous laisser indifférents. Le divin pour les uns, la magie pour les autres, elle provoque en tout cas un émerveillement de couleurs à l'unisson. Merci Séraphine,
Merci à vous. À très vite. Bon confinement.